Colette Romanoff qui est avec nous à l'occasion de cette 22e journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Elle publie un livre dans lequel elle évoque la vie au quotidien. Avec son mari, Daniel, diagnostiqué Alzheimer, elle nous livre un témoignage émouvant, poignant, mais aussi plein d'espoir, car malgré les difficultés liées à la maladie, elle affirme qu'il est possible de vivre heureux avec cette maladie. Colette Romanoff, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Plus fort que l'oubli, c'est un témoignage paru chez Michel Lafon. On va dire un mot tout d'abord pour vous présenter et présenter votre mari. Vous êtes né à Casablanca en 1941. Vous êtes auteur, metteur en scène, productrice. Vous avez coécrit à partir de 1987 des sketchs avec votre fille Anne. Jusqu'à 97. Jusqu'à 97. Pas plus loin. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et vous l'avez coaché et mise en scène jusqu'à 1997. Votre mari, lui, est né en 1936. Il s'appelle Daniel. Il est écrivain, ex-PDG d'une société d'import-export. D'abord, on va essayer de raconter un peu comment les choses se sont passées. Daniel a commencé à avoir des pertes de mémoire. Il se plaignait un petit peu. C'était un peu avant 2005. Mais vous ne pensez pas du tout à ce moment-là à la maladie d'Alzheimer? Non, j'y pensais pas parce qu'en plus je la connaissais pas, je savais pas ce que c'était, je pensais pas du tout. Il y a quelques signes malgré tout qui vous alertent à partir de 2005 et en particulier le moment où il va faire un chèque. Voilà, il y a un moment donné, d'un seul coup, il n'arrivait pas devant moi à faire une soustraction très simple. Donc je me suis rendu compte que son cerveau était atteint d'une manière radicale. Et voilà. Donc là, vous décidez de l'emmener à l'hopital et de passer plusieurs examens. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'on m'a dit c'est des problèmes de mémoire, probablement. Parce que c'est toujours probable le diagnostic de Alzheimer, c'est jamais certain. Ouais, il est compliqué à faire pour le médecin, on en parlera avec le médecin. Il a pris tout son temps, on a fait toutes sortes de choses. Mais apparemment, c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Ouais, et à un moment donné, donc on vous dit que c'est la maladie d'Alzheimer. Oui. Et là, vous racontez que vous allez sur Internet et vous allez essayer de trouver des informations sur ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous découvrez, c'est terrible. On dit tout de suite que les choses ont changé depuis, en particulier sur le site de France Alzheimer. Mais est-ce que vous découvrez, la description de la maladie est terrible? Absolument, et surtout les gens s'attachent à vous décrire le stade terminal. Mais cette maladie, elle a des côtés très sympas, c'est ça que je voudrais dire. C'est-à-dire que, oui, absolument, elle a des côtés très sympas, c'est-à-dire que si on s'occupe correctement de la personne, tout se passe bien pendant des années et des années. Et ça, il y a d'autres maladies, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre malade, il est malade, et puis ça fait rien. Ah, là, il y a vraiment un pouvoir énorme de l'entourage pour ralentir, pour aménager, parce que c'est une maladie de la gestion de l'information. Donc la personne n'arrive pas à gérer toutes les informations que nous gérons, nous, de façon un petit peu automatique, sans se rendre compte de rien. Donc il faut transformer l'environnement de façon à ce qu'il reste gérable. Donc, dès qu'il y a une confusion entre deux objets, on fait disparaître un objet. Donc, moi, j'utilise deux armes tout à fait intéressantes. La première, j'appelle ça le code de conduite avec la ligne jaune qu'il ne faut jamais franchir. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais reprocher au malade sa maladie, jamais l'attaquer sur sa maladie, jamais s'attaquer sur le fait que, justement, il se trompe de je ne sais pas quoi. Voilà, jamais. Alors déjà, c'est beaucoup plus simple après à gérer. Et vous dites qu'il y a une ligne jaune aussi à ne pas franchir, c'est celle de la tristesse. Oui, alors là, c'est une ligne qu'il faut... Bon, alors ça vient après, parce que j'ai pas compris ça tout de suite. Parce qu'en fait, il y a des neurones miroirs qui fait qu'en fait, le malade, il vous réplique, en fait, vous êtes de bonne humeur, il rigole. Nous, on rigole ce matin au petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Vraiment, quoi. On rigole, on s'amuse, on peut faire toutes sortes de... On peut faire le clown, hein, ça marche très bien. Voilà, donc le malade, eh bien, si vous êtes angoissé, et moi, cette nuit, j'étais très angoissée, parce qu'aujourd'hui, non seulement je savais que je serais avec vous en direct, mais après j'ai un autre direct, et après j'ai un autre spectacle, et après j'ai un débat, et après j'ai une signature. Et toute la semaine, j'ai que des choses comme ça. Donc je ne pouvais pas dormir, et lui non plus. Ouais. Donc on dormait ni l'un ni l'autre, c'était terrible. À 3h du matin, je dis qu'est-ce qu'on fait? Donc on est allé à la cuisine, on était boire un verre de lait, bon. Et puis je me suis dit Colette, allez, calme-toi, voilà, ça va aller, voilà. Et donc à ce moment-là, il s'est endormi. Vous écrivez une chose que je trouve assez belle finalement, c'est une façon de positiver quand le diagnostic est tombé. Vous dites, je me suis dit, j'ai au moins 10 ans de bonheur devant moi et je vais aller les chercher. C'est-à-dire, vous avez voulu positiver ça. Non, j'ai pas voulu, ça m'est venu. C'est une pensée qui m'a traversé l'esprit comme ça. J'ai 10 ans de bonheur devant moi, il faut juste aller les chercher. Je sais pas d'où ça venait, c'est pas moi qui ai décidé, vous voyez. Et pendant longtemps, j'ai pas osé le dire à personne. Je me suis dit peut-être que c'est idiot, c'est un espèce de rêve, un peu quoi. Mais non, c'était vrai, tout simplement. Et malgré la maladie d'Alzheimer, l'amour continue?
dans le Non couple. seulement il continue, mais attendez, il devient beaucoup plus solide. C'est-à-dire que Daniel me témoigne son affection d'une manière systématique, continuelle. Je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Voilà, tu es génial, tu es extraordinaire. Et d'ailleurs, il sent maintenant que je suis stressée. Donc, il a perdu beaucoup de langage, beaucoup de mots. Mais néanmoins, il y a 2 jours, il m'a dit, on était assis à côté. Moi, je dis rien. Je ne parlais pas de ce qui m'angoissait, de ce qui m'inquiétait. Il m'a dit, c'est simple, tu prends la parole, tu vois, tu regardes et tu prends soin de l'autre personne. Il n'y a que ça à dire. Vous écrivez... Tu vois, tu regardes. Vous écrivez « Alzheimer amène le temps de l'amour fusionnel, un amour qui n'est pas prêt de disparaître. Quand les repères disparaissent, la personne de l'aide devient alors le seul horizon du malade. » Exactement, donc il veut tout le temps savoir où je suis, tout le temps savoir « tu vas bien, ça va Colette ?» Docteur Kierzek, d'abord, on voit que c'est compliqué à définir cette maladie d'Alzheimer. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? On le sait précisément de façon assez simple pour nous ? Alors, c'est compliqué à définir, c'est compliqué à diagnostiquer pour nous et c'est compliqué pour les familles justement sur ces symptômes qui sont parfois, alors on parle beaucoup de mémoire mais il n'y a pas que la mémoire et Colette l'a très bien dit, c'est les difficultés dans les raisonnements abstraits, à faire des chèques, à faire les démarches administratives, c'est la désorientation dans le temps et dans l'espace, c'est avant même j'allais dire les troubles de mémoire qui peuvent être un peu discrets. Alors on connaît de mieux en mieux la maladie d'Alzheimer et on sait notamment que c'est une maladie neurodégénérative. C'est-à-dire que c'est une dégénération du cerveau, du système cérébral, avec une accumulation d'un certain nombre de protéines qui ne devraient pas être là, des substances qui sont toxiques pour le cerveau. Alors on parle de protéines tau, on parle de substances amyloïdes, et ça c'est important parce qu'on comprend maintenant et on arrive à aller tester et à aller éventuellement diagnostiquer par ce qu'on appelle des biomarqueurs. Il n'y a pas de prise de sang aujourd'hui, et voilà pourquoi c'est difficile, qui vous dit vous avez ou vous n'avez pas. Donc les chercheurs sont en train, à partir de ce qu'on constate dans le cerveau, et il faut bien s'imaginer qu'il y a 30 ans, le seul moyen de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, c'est une fois que c'était trop tard. Maintenant, on arrive à la diagnostiquer par de l'imagerie cérébrale, par des tests, par un certain nombre de choses, et on va arriver probablement à une prise de sang qui permettra à partir de 1 ou 2 protéines qu'on arrivera comme ça à doser. Une équipe mexicaine qui a publié très récemment une biopsie cutanée, par exemple. Donc vous imaginez l'avancée que ça serait de faire une biopsie cutanée, de prendre un petit prélèvement de peau et d'arriver à dire, bah oui, là il y a une accumulation de cette protéine, donc il y a peut-être une maladie d'Alzheimer. On n'y est pas encore, c'est de la recherche, et voilà pourquoi on est sur des critères qui sont à la fois cliniques, ce que nous racontent les familles, ce que nous disent du comportement du malade, des critères aussi d'imagerie cérébrale, d'IRM, de scanner, et puis de tests qu'on peut faire, et tout ça concourt au diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'un autre type de démence. Professeur François Sorette, on se demande toujours quel comportement avoir quand on est... C'est là où ce livre est très très important. Parce que vous avez compris, mais par une empathie que vous avez vis-à-vis de votre mari, qui est absolument extraordinaire, que vous décrivez très bien avec des mots très simples, vous avez compris pourquoi un patient atteint de maladie d'Alzheimer fait quelque chose qui nous semble inapproprié. Et vous vous mettez à la place du patient et vous dites très très bien, il ne faut surtout pas croire qu'on est plus intelligent que le patient. Et que ça, c'est un réflexe colonialiste. Il ne faut pas croire qu'on fait... C'est ça que vous avez dit. Mais oui, je suis contente que vous appréciez. Je vous cite exactement. Et vous donnez, non pas des recettes, ce ne sont pas des recettes. C'est la façon dont on approche de l'intérieur ce que pense et comment réagit un patient atteint de maladie d'Alzheimer. C'est un livre très très important. Il faut le dire et le redire. C'est de l'empathie en fait. On est dans l'empathie. C'est quand même l'observation intelligente. Mais c'est ce que j'allais dire. Il faut être très intelligent quand même. Il faut observer tout en détail et voir les réactions. On fait un geste, comment ça va être reçu. On fait quelque chose, comment ça va être reçu. Donc moi, ce que je voulais ajouter à ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, le cerveau se transforme. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des nouveaux repères. Donc Daniel s'est construit pendant des années des nouveaux repères qui n'ont rien à voir avec les repères habituels. Et ces repères, c'est très étonnant. Ça fait sûrement partie d'une mémoire très ancestrale. Donc, et il y a une mémoire qui apparaît et qui n'existait pas avant. Moi, j'appelle ça la mémoire holistique. Donc, dans une pièce, vous touchez un objet et la personne qui est incapable de dire dans quelle pièce elle est, ni combien d'objets là, eh bien, cet objet étranger va être vu instantanément et c'est fascinant. Comment ça marche ? Mais ce que dit Colette là, c'est que même chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer, il y a une plasticité du cerveau. Ça existe. Voilà, donc et que le patient peut mobiliser ce qui reste encore. Et il apprend beaucoup de choses. Ça, c'est absolument magnifique. Il continue à apprendre. Il continue à apprendre. C'est important ça. Il apprend des choses nouvelles.